toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, vous avez été nombreux à la commenter, notamment par rapport à ce transfert au niveau du wallet de plus de 100 000 bitcoins qui a été parfaitement orchestré en simultané par rapport à une adresse Binance. Donc il y a beaucoup de choses qui ont tourné, donc si ça vous intéresse éventuellement d'aller jeter un petit œil dans le Discord des rois du marché, lien dans la description. Nono le pro a fait pas mal un travail de recherche par rapport à ça, il a regardé quelques confluences et quelques similitudes vis-à-vis de d'autres adresses, notamment des adresses qui ne sont pas répertoriées aujourd'hui. Donc beaucoup de choses sont passées, on a un petit peu pollué le salon analyse graphique, bien évidemment, je m'en excuse, c'est de ma faute. Ça partit dans la CIA, la DEA, etc. Vous imaginez un peu le truc, donc tout est possible dans l'univers, vous imaginez bien, et surtout sur les marchés crypto, c'est un secret pour personne. Et ça me donne en fait une transition par rapport à, est-ce que Bitcoin, oui ou non, va pouvoir un jour atteindre les 1 million de dollars? Alors peut-être pas 1 million de dollars, mais tout est possible pour le coup, chacun a ses croyances, chacun a ses certitudes, c'est difficile d'avoir des certitudes dans des contextes de marché qui sont extrêmement volatiles aujourd'hui, mais je vais essayer quand même d'apporter ma pierre à l'édifice. On avait déjà fait un travail un petit peu similaire il y a plusieurs mois de cela, tout au début de la chaîne des rois du Bitcoin, et on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché, vous y trouverez le lien dans la description, plein de documentation que vous pouvez éventuellement utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, et notamment la stratégie des 4 rois que j'utilise moi personnellement depuis plusieurs années. Je l'ai écrite pour vous et je vous l'offre gratuitement, n'hésitez pas à les télécharger, l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On prend très rapidement Bitcoin, j'avais posté ça en fait sur le Discord, j'avais fait une petite vidéo pour les membres soutiens et les membres mécènes hier dans la journée, je vous en parle très rapidement. On peut potentiellement encadrer une épaule, tête-épaule inversée, notamment en 4 heures, un peu plus compliqué en daily, etc. Mais le marché est très volatile, donc on voit des choses qui commencent à se dessiner en 4 heures. Quand je parle 4 heures et H4, c'est du très court terme, c'est clairement du trading. Si vous n'êtes pas trader et investisseur, ne le jouez bien évidemment pas, c'est extrêmement difficile à jouer. Néanmoins, il y avait des confluences qui s'y mettaient, donc je trouvais ça intéressant. On avait bien une autre divergence au niveau de notre momentum vis-à-vis de notre RSI 14 période, 21 période, et également sur notre MACD, donc je trouvais ça intéressant. On peut potentiellement aller chercher une tête ici avec une jolie capitulation. Il y a eu beaucoup d'exits sur ce marché dans la nuit de dimanche à lundi et tout au long du week-end. C'était assez fulgurant et foudroyant. Donc beaucoup de margin call et des grosses baleines qui se sont fait margin call. Donc il est vrai que c'est peut-être un mot trop vite dit de dire que les baleines se battent contre des baleines. Certes, mais pour le coup, ça se passe quand même. Alors évidemment, je cache juste une toute petite idée reçue. On a tendance à penser, notamment dans ces transferts de wallet, de plein de bitcoins, on va vendre des bitcoins, merci les échangeurs, etc. Pour le coup, je le pense personnellement, mais en réalité, ils ne le font pas de façon consciente ou de façon sachante systématiquement. En réalité, ils ont des armées de traders, ils ont des armées d'analystes qui vont regarder leurs data qu'ils ont, parce que pour le coup, quand vous avez 90 millions de clients, partez du principe que vous êtes relativement bien renseigné par rapport à la population qu'il y a aujourd'hui sur les échangeurs de marché. Chaque position que vous placez dans un ordre limite, ils l'ont. Il y a des data centers et des analystes qui vont regarder pour savoir où c'est le plus rentable d'aller vous liquider. Et on le sait. Ok. Donc les échangeurs, bien évidemment, se nourrissent de ces liquidations-là, de ces ouvertures-là, de ces clôtures de position ou de ces ouvertures de position, que ce soit l'achat ou la vente, pour pouvoir gagner de l'argent. Et le marché va généralement là où c'est le plus rentable pour lui. Mais en parlant de ça, oui, là où le marché, mais d'un point de vue extrêmement long terme, mais à très court terme, c'est surtout là où l'échangeur est le plus rentable pour lui. Et généralement, si vous êtes sur Binance, Bybit, FTX, Coinbase, etc., on a à peu près, de façon majoritaire, la même psychologie, la même construction psychologique par rapport à des opportunités, etc. On voit à peu près la même chose, et on fait souvent, d'un point de vue majoritaire, à peu près la même chose. Mais c'est pas forcément 90-10, hein, ça peut être du 51-49, et ça fonctionne très bien. Dès lors, les échangeurs, en fait, vont absorber, ou d'autres personnes, qu'elles soient bienveillantes ou malaisantes, malfaisantes, vont en fait se nourrir de ces situations d'extrême pour aller agir sur un marché qui ne devrait pas faire ça. En somme, est-ce qu'on aurait vraiment dû, ce week-end, entre guillemets, aller chercher les 20 000 dollars jusqu'à 17 000 pour remonter, etc. Annuler les... Dans la rhétorique, on va vous dire, les mouvements du week-end sont souvent annulés le lundi. Donc c'est un adage qui se répète, qui vient d'être confirmé, on l'a bien confirmé hier. Mais ce qui se passe entre ici et 48 heures plus tard, en réalité, c'est des actions et des événements successifs qui font agir des personnes. Et généralement des gros portefeuilles pour aller capturer cette liquidité. Et partir du principe que si ces personnes-là n'avaient pas agi, vu les margin calls qu'il y a eu, c'est pas un bitcoin à 20 000 dollars qu'on regarderait aujourd'hui, c'est plutôt un bitcoin à 14 000 ou à 13 000 dollars. Mais ça a été déjà décidé potentiellement en amont. Donc elles vont jouer des scénarios, ou elles vont jouer des scénarios qu'elles avaient déjà prévus en amont. J'achèterai de façon massive du Bitcoin à 17 500 dollars,
je dis une bêtise, et je ferai en sorte de vendre massivement du Bitcoin à 21 000 $ ou 22 000 $ pour le faire craquer jusqu'à 17 000 parce qu'il y a un agrégat de liquidation, etc., qui vont accélérer la baisse et tout ce que vous voulez. Après, elles ont leur data pour pouvoir, qu'elles utilisent ExoChart, qu'elles utilisent Bootmap, qu'elles utilisent ce que vous voulez, ou que ce soit d'ailleurs des échangeurs. En réalité, elles vont se nourrir de ça. Mais chartistiquement parlant, on commence à avoir des structures qui commencent à se positionner et qui sont parfaitement normales en réalité. Avec des règles de AB égale CD, avec des épaules TT pôle inversé, avec des ratios de 1 pour 1 par rapport aux institutionnels. Et tout s'embrique et tout s'emboîte de façon juste parfaite. Le marché est parfait. Et le marché a toujours raison. Ça, c'était le petit disclaimer. Voilà, je voulais juste vous en parler. C'est très personnel, mais je pense que c'est important. Juste pas penser que si on est là aujourd'hui, c'est à cause de eux, c'est à cause de eux. Non, en fait, en injectant des volumes très importants, ils accentuent des baisses ou ils accentuent des hausses. C'est plutôt comme ça, en fait, qu'il faut peut-être le prendre. Voilà, mais c'est quelque chose de très personnel. Donc potentiellement une épaule TT pôle inversé, premier arrêt de ce précédent en fait, petit M-top en daily, qu'on pourrait chercher exactement sur le premier arrêt. Le premier arrêt généralement serait vendu, on aurait délimité potentiellement un range, on viendrait chercher l'épaule droite pour derrière le clôturer, aller chercher un objectif d'épaule TT pôle, 73% en cas de résolution. Je vous parle de ça, c'est court terme, c'est fin de semaine, hein. Donc ça va être relativement rapide. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que si on va chercher exactement cette épaule gauche, ben on serait parfaitement sur un 0,618, hein. Pourquoi faire mieux quand on est juste chirurgical? Donc ce serait parfaitement, entre guillemets, logique de voir ce type de pattern. Et si on vient un break ici, les 23 300 ou 400 $, dès lors, donc il y aura je pense, on va repousser très probablement, hein. Je pense pas que c'est gagné d'avance, sauf si c'est ultra bullish. Et à ce moment-là, bah, en avant, on peut y aller si vous voulez. Je suis pas pressé pour le coup. On peut y aller demain si vous voulez. Derrière, on irait chercher les 29 000 $. Et à ce moment-là, il y aura une décision peut-être à prendre de façon court terme, potentiellement qu'on rejettera ou continuation haussière. Mais ce ne sera pas gagné parce que là, il y a quand même des gens qui vont bien évidemment défendre leur position. Ce qui potentiellement donnera la possibilité d'avoir du jus, des personnes qui shortent de façon extrêmement massive pour envoyer tout vers le nord. Et pourquoi pas? On attendra bien sûr les ouvertures de Wall Street. Je trouvais ça intéressant quand même de vous le montrer au niveau des contrats futurs, puisqu'ils sont en place, hein, au niveau de Wall Street. Ça attend. Voilà, ils structurent des choses, ils se sont remis exactement par rapport à la clôture précédente, me semble-t-il. Je dis pas de bêtises. Alors, on est même un tout petit peu au-dessus de la clôture précédente. C'était le 13. Ouais, on a clôturé juste ici, on est tout petit peu au-dessus. Bon, on est en train de faire des petites choses assez intéressantes. Je pense pas qu'on aura un dépeg. Alors, à ce moment-là, 3700 et 3100, ouais, on sera exactement au même niveau, donc pas de gap, etc. baissier. Donc, on est en place. On a fait des petits trucs, un petit peu de structure comme ça tout au long de la journée. Les mouvements sont allumés, plutôt haussiers. Et généralement, quand les bougies sont vertes, le vendredi, elles sont généralement vertes le lundi, et la bougie est verte, je vous rappelle. Donc la bougie de vendredi est verte le lundi, donc là ce sera mardi puisque c'était férié, donc elle est bien verte, et généralement les bougies ouverture de Wall Street, pour débuter la semaine, sont vertes. C'est un adage qui se répète réellement, hein. Voilà pour ça. C'est juste une toute petite parenthèse. J'aimerais vous parler quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde en fait s'accorde à dire ceci. On attend les 13 500 $ pour aller se pinguer au niveau, entre guillemets, de cette ligne de coût historique. Voilà. Ici. Donc 13 000, 14 000 $. Ça se voit, et pourquoi ça se voit, et pourquoi ça se sait? Puisque je vous ai posé la question hier dans le Discord, donc merci à plus de 700 personnes qui ont bien voulu répondre à ce sondage. Bonjour les rois, pensez-vous que Bitcoin ira sous les 15 000 $ avant de dépasser son plus haut historique aux 69 000 $? En somme, par rapport à tout ce qui se passe, avant d'aller faire un nouveau plus haut, est-ce que vous... Alors si ça y vient, c'est toujours pareil. Ça ne veut pas dire que ça ira nécessairement. La question, elle n'est pas forcément mal tournée, mais vous avez peut-être raison. On aurait pu la dire différemment. Je vous partage complètement. Mais c'est juste dans l'idée où, est-ce que vous êtes plutôt extrêmement haussier pour dire, est-ce qu'on doit nécessairement aller sous les 15 000, et pour vous, on ira sur les 15 000 avant de dépasser les nouveaux ATH? Et en fait, pour vous, la réponse est oui à 65%. À ce moment-là, et maintenant que vous lisez ça, si Bitcoin arrive à 30 000, si Bitcoin arrive à 40 000 $, si Bitcoin arrive à 50 000 $, puisque aujourd'hui, votre psychologie vous a dit, pour la majorité d'entre nous, hein, avec un N majuscule, que Bitcoin ira d'abord sous les 15 000 avant de faire le nouvel ATH. Dès lors, dans les 2 tiers des cas, dans plus de 2 tiers du public, dans le 2 tiers des gens en réalité, et il y a des personnes expérimentées, moins expérimentées, débutants, voire extrêmement confirmés, qui en fait pensent que tout ceci devra nécessairement passer par ceci. Dès lors, dans toute la montée, les 2 tiers des gens seront baissiers. Eh oui. En tout cas, une bonne partie de cette montée.
jusqu'à ce que finalement, nous nous sommes trompés. Je rachète du Bitcoin ici et non pas ici, et puis derrière, on pourra flusher. Tout simplement. Très intéressant, hein? On continue parce que c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire quelque chose d'encore plus intéressant, mais c'était juste pour montrer au niveau de la psychologie. On va aller sur le Bitcoin, mais cette fois-ci hors inflation. On a bien regardé juste avant, c'était ça qui était très important. Tout le monde s'accorde à dire qu'on devrait aller chercher potentiellement cette neckline d'un W trimestriel. C'est ça qu'on veut voir en réalité. Ok, pas de problème. On y va ensemble et je vous mets un billet psychologique de plus. En tout cas, moi, je me le suis mis. Donc, potentiellement, je vous le partage. C'est toujours très personnel, mais on peut le prendre tout à fait, en fait, dans ce sens-là. Et je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux, mais moi, j'aime bien potentiellement vous le montrer. Beaucoup, en réalité, de personnes regardent le Bitcoin, en réalité, hors inflation. Parce qu'on a un euro fort, et automatiquement, si on a un euro fort ou un dollar fort, pardon, si on corrèle BTC par rapport à l'euro, automatiquement, le Bitcoin se déprécie vis-à-vis du dollar. Pardon, euro-dollar, c'est pareil. Enfin, pas pareil, mais vous avez compris l'idée. Donc, automatiquement, le Bitcoin se déprécie par rapport à un dollar fort. Et au même titre que si on arrête les échanges sur le Bitcoin, on arrête complètement les échanges sur le Bitcoin, et que vous avez un dollar, en fait, qui se déprécie, qui passe sous les 103, 100, 95, 90, 70, 65 par rapport à l'indice, bah, automatiquement, de façon mécanique et arithmétique, le Bitcoin va prendre de la valeur vis-à-vis du dollar. C'est purement de la dominance. Maintenant, si vous enlevez l'impression monétaire, eh ben on voit autre chose. Je passe en weekly et on regarde ça. Hors inflation. Donc c'est le Fred hors inflation, hors impression monétaire et compte courant. Bah, félicitations, on a, mais de façon chirurgicale, clôturé exactement au-dessus de la précédente ligne de coût d'un précédent W trimestriel hors inflation. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que ceci est en réalité plus vrai qu'avec le DXY d'un dollar fort. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, ici, on a bien touché la ligne de coût. Mais c'est chirurgical. Et vous allez me dire, Hermès, ouais, Hermès, t'es gentil, mais avant, on ne l'avait pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait, là? Bah, on revient juste, en fait, le 21 juin 2021. On y va? 21 juin 2021. 21 juin 2021. En réalité, la valeur du dollar ou la force du dollar, la réelle valeur du dollar de façon d'indice, a pris 13% depuis le 21 juin 2021. Je suis dubitatif. Donc, on attend toujours des choses. Non, alors évidemment, si le dollar continue à s'apprécier, etc., je ne dis pas le contraire, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais dans l'idée, d'un point de vue purement chartiste, c'est chirurgical. C'est chirurgical. Si vous vouliez qu'on pose un bottom exactement sur la ligne de coût d'un précédent W trimestriel, bah à ce moment-là, ici, n'est potentiellement pas une mauvaise idée hors inflation et hors impression monétaire. C'est juste un billet psychologique de plus. On attendra potentiellement des structures de marché. On a vu la petite pattern, c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Une épaule tête épaule inversée nous donne systématiquement des choses qu'on adore regarder. Ce sont des W, ni plus ni moins. Je vous le reprends juste ici et on finit là-dessus et puis on continuera par rapport au petit exercice qu'on voulait se dire vis-à-vis de la vidéo. Je me mets en 1 heure, mais on le verra très bien. Voilà. En réalité, vous verrez ici, sur cette épaule tête épaule inversée, un magnifique W. Ok, et on aura potentiellement des ratios de 1 pour 1. Alors je vous le fais dans tout ce corrèle en réalité, hein, quand les institutions reprennent la main. Donc on l'a vu ce week-end, c'était plutôt intéressant. On va chercher les ratios de 1 pour 1 exactement. Ça arrive pile dans notre boîte, quoi. Ratio de 1 pour 1, breakout, clôture. Derrière, on ira pile sur le premier arrêt du précédent mouvement un peu plus long terme, juste ici, enfin juste formidable. Donc partez du principe que ici, des gens vont le jouer, ou des institutionnels le joueront bien évidemment sur ces épaules tête épaule. N'ayez pas potentiellement raison trop tôt, vous traders, vous savez exactement ce que vous avez à faire, mais acheter du Bitcoin, toujours pareil, sur les 20 000 $, n'est jamais une mauvaise idée, ça tombe bien, nous y sommes à l'heure où je vous le parle, et on y était toute la journée d'hier, donc potentiellement, vers les 20 000 $, ça peut être intéressant de mettre un investissement, hein. C'est ce que j'ai fait un tout petit peu plus haut, mais pour le coup c'était parfaitement encadré, et je suis content qu'on ne soit pas dans le désespoir. De toute manière, j'ai un deuxième investissement qui attend un tout petit peu plus bas, parce que malheureusement, je ne connais pas l'avenir. Peut-être que le dollar va exploser à la hausse. En réalité, c'est que des conditions. En réalité, c'est une succession d'événements qui donnent des directions de prix. C'est pas prédit 6 mois à l'avance, puisqu'en fait, on a pricé, ou enfin le marché en tout cas, d'ores et déjà, théoriquement, pricé les mauvais résultats du mois de juillet par rapport aux déclarations de Tesla, Apple, Amazon, etc. Ça doit être de toute manière moins bon vis-à-vis des attentes. Coinbase a déjà été pricé par rapport à une bête fourchette et en perte d'ailleurs. Donc, théoriquement, le marché ne devrait plus être surpris. Il a tout pricé à la baisse. Donc, soyons patients, mais on peut jouer les respirations maintenant.
Néanmoins, la dynamique reste baissière. Je ne prédis bien évidemment absolument pas un nouvel ATH dans les prochaines semaines. C'est extrêmement peu probable. Extrêmement peu probable. Néanmoins, nous avons les ingrédients pour potentiellement poser des bottoms provisoires, le sentiment dans les chaussettes, une volonté accrue de voir du Bitcoin à 14 000 $, parce que la majorité s'accorde à penser, non pas à acheter, mais à penser qu'on doit d'abord partir à 15 000 $ afin de faire un nouveau sommet. Pourquoi pas? La situation, entre guillemets, économique mondiale peut potentiellement le diriger. Regardez, et je vous invite à re-regarder potentiellement la vidéo, je ne sais plus si c'était vendredi ou c'était celle de le live de vendredi, le marché a déjà anticipé la récession, a déjà anticipé l'augmentation des taux, ils ont 3 mois d'avance. Hein, on est bien d'accord. Ils ont 3 mois, voire 6 mois d'avance, jusqu'à la fin de l'année. Donc on ne peut plus, entre guillemets, surprendre le marché. Le consensus est très très haut. On demande, entre guillemets, plus 0,75 points. Donc, toujours pareil, si le consensus est à 0,75 points pour, au niveau de l'augmentation des taux de fin juillet, on aura le CPI, on aura les résultats des entreprises au niveau des Q2 et des Q3, par rapport à Apple, etc. Soyons patients, mais si c'est mieux que les attentes, partez du principe qu'on aura une jolie respiration. Je ne dis pas de nouveaux sommets, etc. Sait-on jamais, mais on aura potentiellement plutôt des bonnes nouvelles à venir. D'accord? Parce que les mauvaises nouvelles ont déjà été pricées. Donc on regardera bien les attentes, mais on sera là bien évidemment pour se le dire. On répond à la question et on finira là-dessus. Est-ce que oui ou non Bitcoin peut passer les 1 milliard de dollars? Je vais répondre de façon extrêmement succincte à cette question, de façon extrêmement simple et extrêmement limpide. Après vous pouvez me dire dans les commentaires si vous le souhaitez, si vous avez d'autres idées reçues ou d'autres idées pourquoi Bitcoin. On a pollué aussi le salon avec Socrate, etc. sur le Discord. On s'excuse bien évidemment pour ça, on est parti dans le blabla après. Donc plein d'idées, plein de théories, plein de tout ça. Je pense que tout est bon à prendre. Vous savez, on est tous dans le même bateau. Et aujourd'hui, on est devant rien. Donc dire qui a raison, qui a tort, de toute manière, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'on ira au nord. Au moins, c'est le plus crédible aujourd'hui qu'on puisse avoir. Qu'on pense à une certaine fréquence, ou à une certaine valo, ou à une certaine impression monétaire, ou à une certaine tout ce que vous voulez. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux camps qui s'affrontent, et encore plus aujourd'hui par rapport à la situation économique mondiale. C'est soit la Fed et les banques centrales arrêtent d'imprimer, et à ce moment-là, c'est une récession, une dépression pire que 1929, et au moins on donnera raison à tous ceux qui, depuis les 12 dernières années, ou en tout cas depuis la crise des subprimes, ils pensaient bien que c'était celle-là qui nous envoyait plus bas que terre. Finalement, les banques centrales ont fait un métier qu'ils ne devaient pas faire. On pense aujourd'hui que c'est la fin de la récréation. Je pense différemment. Je pense que c'est pas du tout la fin de la récréation. Je pense d'ailleurs, si on veut des ordres de grandeur, je pense qu'on n'est même pas à la moitié de la récréation, si vous voulez. Si aujourd'hui vous êtes surpris d'entendre que la France a un taux d'endettement de 200% de son PIB, je parle du gouvernement, est-ce que ça vous surprend? Si je vous dis 300% d'endettement, ça vous surprend? Si je vous dis que les États-Unis ont un taux d'endettement, viennent de dépasser les 200% d'endettement par rapport à leur PIB. Enfin, pourquoi ça s'arrêterait en fait? Ils peuvent plus s'arrêter. S'ils s'arrêtent, ils tuent le pays. Rideau. Et on aura d'autres problèmes que être derrière les graphiques pour le coup ou derrière le Bitcoin. C'est vrai, hein? On aura d'autres soucis à ce moment-là. Et personne ne veut voir un 11 d'or à 5 000 $ l'once. Personne. Par contre, un Bitcoin à 1 million, pourquoi pas? Des 10 de reçus. Stock limité déflationniste. Tout le monde s'accorde à le dire. Les maximalistes Bitcoin, les détracteurs de Bitcoin, les politiques, quels qu'ils soient n'importe où dans le monde, le coup de génie de Bitcoin, c'est ces 21 millions de Bitcoin limités, pas un de plus. 21 millions, c'est écrit noir sur blanc, c'est 18 millions, puisqu'en fait, on part du principe qu'il y a 3 millions de Bitcoin qui seront à jamais perdus. En somme, si on corrèle, comme ça donne une première piste de réflexion, si on corrèle la capitalisation du gold vis-à-vis du Bitcoin à son apogée vis-à-vis de sa capitalisation, derrière, ça fait un Bitcoin à 500 000 $. Net, précis. À euros ou à dollars constants. 500 000 $ à l'heure où je vous parle. Ok? Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, et on avait cette discussion, notamment avec Socrate, avec lui, etc. Ouais, mais ça peut pas en fait avoir $1 million. C'est impossible que Bitcoin soit $1 million. Ouais, mais en réalité, on est toujours en train... La Fed, en fait, a un seul rôle, les banques centrales ont un autre rôle, c'est de pouvoir garder leur monnaie stable. Le rôle d'une banque centrale, monnaie stable. Ils n'ont pas d'autre boulot à la base, en réalité. C'est de garantir une stabilité monétaire dans leur pays ou dans leur circonscription. C'est ce pourquoi ils existent, en réalité. C'est pas pour faire de l'impression monétaire, acheter des obligations ou filer de l'argent à un État pour qu'il puisse payer
des vaccins, des compresses, des masques, etc. C'est pas le but du jeu. Ils n'avaient pas le droit de le faire. La BCE n'avait pas le droit de le faire en 2012, c'était constitutionnel. Et la règle de l'unanimité, on ne va pas la reprendre, notamment par rapport au conflit géopolitique ukrainien, mais ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et dès que ça l'a fait, bizarrement, l'euro était moins fort que le dollar à un moment donné. Bon, bref, on va pas y revenir, vous avez compris un peu l'idée. Mais si, par exemple, on fait, par exemple, à la Turquie, à la livre turque au niveau du Bitcoin, bon, on est quand même assez loin de la TH en réalité de 2018. Hein. Voilà. Donc si on était monté par rapport à la TH de 2018, vis-à-vis du plus haut, c'était plus 1000%. Bon, on serait pas loin des 140 000 de 200 000 $ par rapport au Bitcoin. Mais là, vous avez en réalité une forte inflation au niveau de la livre turque. Il y a 140% d'inflation sur les 2 dernières années. Enfin, c'est 79% depuis un an, je crois, ou depuis le début de l'année. Enfin, c'est dramatique ce qui est en train de se passer en Turquie. On le constate, bien évidemment. Mais qui nous dit que ça n'arrivera pas, entre guillemets, au dollar? Qui nous dit que ça n'arrivera pas à l'euro? Si aujourd'hui on est là et si on n'a pas capitulé, si on est encore devant les écrans, à essayer de partager ensemble, c'est bien qu'à un moment donné, on a bien compris qu'un système capitaliste basé sur une monnaie en illimité n'a jamais fonctionné depuis la nuit des temps, en réalité. Alors on se raconte des histoires avec le gold, etc., machin. Si on détient un petit peu de pièces de monnaie, c'est super, oui. Mais c'est difficile d'échanger des pièces d'or. Et puis vous n'allez pas acheter un poulet avec une pièce d'or. Vous pouvez acheter éventuellement une basse-cour avec une pièce d'or. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, peut-être que demain, vous ferez peut-être des brouettes. Et bien évidemment que personne ne veut ça. Mais pour acheter potentiellement des poulets ou son caddie. Mais on n'est pas à l'abri de ça en réalité. On n'est pas à l'abri de ça. Et si jamais on doit y aller, peut-être que ce sera pire pour notre pays, peut-être que ce sera pire par rapport à... Parce qu'il faudra trouver des coupables, en réalité. Ce ne sera pas de notre faute et ce ne sera pas l'impression monétaire. Ce sera la faute de Poutine, ce sera la faute de qui vous voulez. Donc on le veut encore moins. Donc je pense que cette crise sera très probablement réglée, comme toutes les précédentes, par de l'impression monétaire. Et qu'on va tripler, quadrupler les bilans de la Fed. Et qu'on réglera potentiellement ce conflit géopolitique par de la diplomatie, et par de l'argent, et par de l'impression monétaire. Parce que ça, ils savent très bien le faire. Malgré une petite inflation, ce sera notre effort de guerre. Si on doit payer 7 centimes de plus notre baguette de pain, on la paiera 7 centimes de plus, mais au moins on ne se sera pas échangé les bombes nucléaires sur la tronche. À choisir, faites votre choix. On part moins en vacances ou potentiellement on partira moins de personnes en vacances. C'est à peu près le choix qui sera proposé. C'est très personnel ce que je dis, donc je pense que ce conflit sera géré par des concessions et par de l'impression monétaire. Mais je peux complètement me tromper, en réalité, deux camps s'affrontent. Soit on fait ça, soit on fait pas ça, on coupe les robinets, on arrête l'inflation, et on fait craquer les marchés financiers jusqu'à un certain niveau qui ne pourront plus malheureusement résister. Dans la potentialité qu'il n'y aura pas d'accélération, entre guillemets, ou d'augmentation au niveau du conflit géopolitique actuel, et que ça se passe pas, et on parle même pas de Taïwan avec la Chine, etc. Voilà, donc plein de choses qu'on peut éventuellement discuter sur le Discord, mais ça fait partie en fait des tenants aboutissants que le marché aujourd'hui n'a pas pricé. Ça fait mon relais par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Très important. On continue avec l'adoption de masse. Adoption de masse, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est 150 millions d'utilisateurs. Dans 10 ans, le commun des mortels s'accorde à grosso modo 1 milliard d'utilisateurs. Est-ce que ça va influencer ou pas par rapport à la raréfication de l'offre? Oui. À l'augmentation de l'offre? Oui. Puisque ça va, de façon succincte et de façon assez périodique, nous donner en fait une envie de façon folle d'acheter du Bitcoin. C'est comme ça que ça se passe tout le temps sur les marchés financiers. En réalité, à un moment donné, c'est pas ici que vous avez beaucoup de personnes qui veulent acheter du Bitcoin, ce sera potentiellement ici que tout le monde voudra acheter du Bitcoin pour accélérer les hausses. Ici, c'était moins le cas finalement. On pensait que c'était plus le cas, mais c'était moins le cas. Pas assez de demandes du public. Le public était potentiellement déjà là. Voilà pour ça. Troisième, éventuellement, idée reçue, qui est pour moi la plus importante. Si on fait toujours cette corrélation avec l'or, parce que malheureusement on ne peut s'asseoir que là-dessus, et on a beaucoup de corrélations avec l'or en réalité, le stock to flow de plan B par exemple, ou plein de choses comme ça, et aujourd'hui la valeur intrinsèque résiduelle de Bitcoin est son coût de minage. Donc aujourd'hui on peut dire que le coût de minage est entre 8 000 et 12 000 $, certains diront entre 12 000 et 17 000 $, certains diront juste en dessous des 20 000 $, voire 25 000 $, et chacun pense ce qu'il veut par rapport à son coût de minage, etc. Mais ça nous donne en fait une représentativité vis-à-vis du coût intrinsèque du Bitcoin.
sa valeur de minage. Au même titre que le coût intrinsèque de l'or, d'extraction de l'or, c'est son coût de minage. Eh oui, la valeur de l'or, c'est aussi son coût de minage. Si l'or est à 500 $ l'once, à ce moment-là, vous n'irez pas en Australie à 60 degrés pour aller creuser des trous de 60 mètres de profondeur pour aller chercher de l'or. Par contre, s'il est à 5000 $ l'once, eh ben vous irez chercher potentiellement au fin fond de l'Australie à 60 degrés, creuser des trous de 50 mètres de profondeur pour aller chercher de l'or. Eh oui, comme le pétrole. On le sait qu'il y a du pétrole partout sur la planète, sauf qu'à 40 $ le baril, on ne va pas percer en fait au fin fond de l'Atlantique. Par contre, à 160 $ le baril, on envoie éventuellement quelques sociétés pour aller creuser des trous offshore au fin fond de l'Atlantique ou du Pacifique. Toujours une question de refait demande. Pas de problème avec ça. Ça, c'est parfaitement compris par tout le monde, je le sais. Ce qui est aussi très important, c'est qu'à la différence d'un coût intrinsèque par rapport à l'or, c'est que c'est très difficile d'échanger de l'or. Il faut imaginer le coût de transaction d'envoyer 100 000 lingots d'or d'un pays à un autre pays. Faites des recherches. Combien ça coûte d'envoyer 100 000 lingots d'or ou 100 tonnes d'or en bateau d'un pays à un autre pays ou en avion? Bon, bah, Bitcoin envoyé 10 000 milliards de dollars, ça coûte aujourd'hui moins d'$1. Ce qui fait en réalité, et ça c'est super important, la rapidité, une demi-seconde, en fonction du coût, allez, 5 minutes, coût moins d'$1. Envoyer 10 milliards de dollars d'or, c'est des millions de dollars, et ça prend des mois. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, je le vois que très peu souvent. Donc de dire aujourd'hui, ou je l'entends peu souvent en réalité sur les réseaux et dans les vidéos, dès lors, est-ce que demain, Bitcoin sera l'or numérique? Oui, si vous le voulez bien. L'or n'est pas devenu or parce qu'il était jaune et parce qu'il était inoxydable. L'or est devenu or parce qu'il y a une demande de... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle d'un point de vue psychologique. Ça a toujours mis tout le monde d'accord au niveau de l'or. Mais avant-hier, le platine, c'était un bout de chewing-gum, et l'argent, ça valait rien, quoi. Ça se cassait, c'était friable, c'était oxydable, c'était nul. Aujourd'hui, le cuivre, ça valait rien. Aujourd'hui, ça vaut bien plus cher qu'il y a 50 ans en arrière, parce que tout le monde en veut. Toujours une relation d'orphelin. L'or a un côté un petit peu particulier, et les bitcoiners maximalistes, potentiellement, ont aussi cette idée-là de penser que Bitcoin est une réelle réserve de valeur, sans vraiment centralisée, sans réalité de confiance, et tout ce qu'on connaît bien évidemment autour, mais qui répond à des besoins et des problématiques de fond par rapport à une rapidité, à un coût d'exécution, par rapport à une adoption de masse qui va venir, et bien évidemment un stock limité. Bingo! Coup de génie! Il y a trois choses en fait, et trois choses qui vont éventuellement contrer ça, et je vais essayer de répondre à ces questions de façon extrêmement rapide. 1. Le blanchiment d'argent, terrorisme. On a très bien compris que par rapport au cash, si vous voulez enlever le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, vous enlevez le cash. Ça va être réglé l'histoire en fait. Je pense qu'on va réussir, pour le coup. Très très important. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est au niveau de l'écologie. Si aujourd'hui il y a autant de fermes de minage, c'est parce que toutes les 10 minutes, on est en train de miner 12,5 bitcoins. Mais partez du principe que déjà, dans 2 ans, donc mars 2024 jusqu'à preuve du contraire, en réalité on ne pourra miner que 6,25 bitcoins par bloc. Ce sera beaucoup moins intéressant de miner. Malgré une augmentation peut-être de x2 du bitcoin à son plus haut, peut-être à 160 000 $. Et puis vous continuerez au prochain halving, et puis vous redivisez par 2. Donc plus on va avancer dans le temps, plus entre guillemets le coût de minage sera moins intéressant, parce que ce qui rapporte de l'argent, c'est pas les transactions. En réalité, c'est pas le rendement des transactions. Ce qui rapporte de l'argent, c'est les pools de minage, ce qu'on appelle les masternodes, etc. Donc il y a des grosses sociétés qui vous proposent éventuellement de mutualiser votre force de calcul pour pouvoir prétendre à valider un bloc Bitcoin, et vous partagez les récompenses de minage. Mais les récompenses de minage du bloc, pas de la transaction. La transaction, c'est de la poussière. En somme, si vous voulez, c'est une mallette de pièces d'or, Pirates des Caraïbes, si vous minez un bloc de Bitcoin, et si vous faites juste les transactions et vous occupez que des transactions Bitcoin, et ben c'est de la poussière d'or, quoi. C'est à peu près ça, ou de la feuille d'or. Donc vous redescendez, entre guillemets, au niveau de la rentabilité du truc. Et plus on va avancer dans le temps, plus il sera, entre guillemets, extrêmement cher de pouvoir miner du Bitcoin. Donc, dès lors, pour les gros mineurs,
ils auront tout intérêt à pousser le Bitcoin de plus en plus cher, bien évidemment pour rester dans leurs frais. Mais il y a bien un moment donné où il y aura ce fameux flippening, où les gros mineurs couperont, ou les petits mineurs couperont, parce que ce sera beaucoup trop difficile de miner du Bitcoin par rapport à la récompense de bloc, ni plus ni moins. Donc ça va s'autoréguler. De façon tout à fait mathématique. Ça, c'était super important. On finit cette vidéo là-dessus. Je pense que je vous ai pas mal aidé. Je vous donne une dernière idée reçue, c'est quelque chose de très personnel. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très discipliné, de très cartésien. Donc, je fais un calcul extrêmement bête. Peut-être que je vais vous l'apprendre. On l'avait déjà abordé avec les rois il y a quelques semaines dans les vidéos, il y a quelques mois dans les vidéos. Dans le monde, il y a 60 millions de millionnaires. En France, dans le monde, il y a 60 millions de millionnaires. On estime que d'ici 5 ans à 10 ans, il y aura entre 80 et 100 millions de millionnaires. Monnaie, entre guillemets, euro, dollar, yuan, etc. Enfin, la monnaie, franc suisse, etc. Partez du principe que s'il y avait aujourd'hui 18 millions de bitcoins qui sont aujourd'hui minés, partez du principe qu'il n'y a pas un bitcoin pour chaque millionnaire aujourd'hui dans le monde. Parce qu'ils peut-être qu'ils n'en veulent pas aujourd'hui. Mais je me dis que si demain, le bitcoin et les crypto-monnaies, mais notamment bitcoin, parce qu'on reste bitcoin, ne vient pas à bouger comme il le fait actuellement, mais vient à briller, je pense qu'il n'y en aura pas assez pour 80 ou 100 millions de personnes. Il y a un petit calcul qui a été fait de façon assez simple. Si vous partez du principe que Bitcoin vaudra potentiellement 500 000 $ dans les 10 prochaines années, aujourd'hui, acheter 2 Bitcoins vous rendra millionnaire dans 10 ans. Ou dans 5 ans. 2 Bitcoins. 2 Bitcoins. Dès lors, pour toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui ont déjà plus de 2 Bitcoins en porte-monnaie, vous en prenez 2, vous le cachez, vous vous faites tatouer votre clé privée et potentiellement vous rouvrirez ça dans 10 ans. Et pour tous ceux qui n'ont pas, entre guillemets, encore 2 bitcoins, à ce moment-là, la stratégie des 4 rois peut vous aider à accumuler, au-delà d'accumuler de l'USDT ou de l'euro, de pouvoir accumuler du bitcoin en faisant ce qu'on appelle des arbitrages et en jouant tout simplement contre bitcoin et non pas contre le dollar, de façon extrêmement simple et extrêmement disciplinée. Je vous montre un exemple. Moi, j'aime bien le Basic Attention Token, par exemple. Et je vais acheter beaucoup de Basic Attention Token que je vais corréler au Bitcoin, tout simplement. Donc BAT USD contre Bitcoin USD. Et on voit que Basic Attention Token a pris beaucoup de valeur par rapport à Bitcoin. Donc si ici j'avais acheté beaucoup de BAT et que je voulais finalement avoir plus de Bitcoin, et si Bitcoin a pris 10 ou 12%, BAT par rapport à Bitcoin a pris 60%, parce que Bitcoin a pris 12% par rapport au dollar, donc BAT a pris 60% par rapport au dollar vis-à-vis de son point bas. Et c'est ça que je vise moi, au niveau des dominances. Parce que je veux qu'à terme, et pourquoi je fais ça, je vais vous le dire de façon extrêmement simple, c'est qu'au fond, je sais que 95% de nos cryptoactifs préférés probablement n'existeront pas dans 10 ans. Mais je pense que Bitcoin existera dans 10 ans. Dès lors, quand je prends des décisions d'arbitrage, je regarde quel crypto se comporte le mieux de façon historiquement vis-à-vis du Bitcoin. Et à ce moment-là, j'arbitre. Parce que si, entre guillemets, pendant 3 ans, vous avez un Bitcoin qui explose et vous avez un Basic Attention Token qui prend 200% par rapport au Bitcoin, si Bitcoin prend 100%, partez du principe que vous avez 200% plus de Bitcoin que même si Bitcoin avait pris 100%. Règle d'arbitrage. Vous avez une vidéo dans ce sens-là sur les rois du Bitcoin vis-à-vis de la playlist pédagogie. J'espère que je vous ai aidé. Top 5, je vous laisserai donner les deux dans les commentaires. 1, stock limité, coup de génie. Déflationniste, bravo. Adoption de masse, potentiellement. Ça peut être, bien évidemment, rarification de l'offre. Il y a des combats de baleines et des institutions se placent dans le doute. Partez du principe qu'elles continueront à se battre. Parce que si Bitcoin a la moindre chance de pouvoir faire quelque chose demain, il faut qu'elles en aient. C'est elles qui font, entre guillemets, le monde de demain. Tout simplement. Rapidité et coût, entre guillemets, de transfert. C'est juste incroyable en réalité. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, entre guillemets, encore à capter et à palper. Mais cette idée-là de rapidité et de faible coût de transaction de plusieurs millions, milliards de dollars, c'est clairement révolutionnaire. Je vous mets au défi d'envoyer 1 million de dollars par virement à l'autre bout du monde vis-à-vis de votre banque. Appelez votre conseiller, vous allez voir le temps que ça prend. Ouais. C'est incroyable. Et le coût que ça coûte. 2%, 3%. C'est beaucoup quand même. Hein.
Vous envoyez 1 million de dollars, ça vous coûte 7000 balles. Voilà, on restera là-dessus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.